À partir du moment où j'ai commencé à tirer des fils, je me suis aperçu que ces mensonges n'étaient pas du tout anarchiques, désordonnés. En fait, tout s'empilait de manière très logique. Bonjour, je suis Pauline Payassa, je suis journaliste et bienvenue dans le Making of des Jours, le podcast desjours.fr. Juste après le 13 novembre, une certaine Flo Kitty se manifeste sur un groupe de rescapés des attentats. Elle se présente comme la meilleure amie de Greg qui était présent dans la salle de concert ce soir-là et qui a été grièvement blessé. Petit à petit, cette Florence prend de plus en plus d'importance dans ce groupe et certains commencent à douter de son récit au point de découvrir qu'elle a tout inventé. Alexandre Kaufmann est romancier et journaliste indépendant. Pendant 1 an et demi, il a enquêté sur cette fausse victime du Bataclan. Bonjour Alexandre, donc il y a quelques mois tu as publié le livre La mythomane du Bataclan aux éditions Goutte d'Or et qui est adapté en série pour lesjours.fr. Pour commencer, comment est-ce que tu as découvert l'histoire de Florence ? J'entends parler pour la première fois de cette mythomane par une femme qui s'appelle Françoise Roudetsky, qui est à l'origine d'une association qui s'appelle SOS Attentat, association qui contribuera elle-même à la création du fonds de garantie qui aujourd'hui indemnise toutes les victimes d'attentats et de droit commun aussi par la suite. Et donc je connaissais cette personne puisque ma propre famille avait été victime d'actes terroristes. Mon père a été enlevé au Liban entre 1985 et 1988 par le Hezbollah. Pendant 3 ans, donc en fait, ma mère s'est battue pour obtenir sa libération et Françoise Roudetsky, à travers SOS Attentat, l'a aidée. Et quand Françoise Roudetsky m'a parlé de cette histoire, elle a justement fait écho à celle qui avait concerné mon père, puisque pendant qu'il était en détention au Liban, ma famille, enfin surtout ma mère, a été approchée par des mythomanes et des escrocs qui prétendaient être en relation, en contact avec les geôliers de mon père. Et donc ils offraient de le libérer moyennant des passeports, de l'argent. Voilà, et c'est des gens que j'ai même vu défiler chez moi quand j'étais petit, quoi. Donc quand Françoise Roudetsky m'a parlé du destin de cette femme, ça a tout de suite entré en résonance avec mon histoire personnelle et ça m'a tout de suite beaucoup intéressé. Et à partir de ce moment-là, comment est-ce que tu as commencé ton enquête ? Quel a été ton point de départ ? J'ai d'abord commencé à voir plusieurs personnes qui l'avaient connue. Et donc déjà là c'est intéressant parce qu'on a un peu une vision kaléidoscopique, c'est-à-dire qu'on a plusieurs points de vue sur elle, mais assez vite, pour confondre les mensonges d'une mythomane, finalement il faut des informations assez précises. Donc la plupart des vraies victimes m'ont dit on va peut-être regarder ensemble mes discussions Messenger avec elle, comme ça tu sauras exactement à quel moment elle m'a envoyé ce message, quel jour, à quelle heure. Donc à partir du moment où ils ont commencé à me montrer ça et à me laisser prendre des notes, là j'avais une trame vraiment super précieuse pour mon enquête, parce que j'ai commencé par exemple à avoir 3 discussions Messenger sur lesquelles on m'avait laissé prendre des notes, et donc là je pouvais les croiser, et donc déjà je prenais la mythomane dans ses mailles, dans la maille de ses mensonges, je la triangulais déjà, ce qui était vraiment précieux pour moi, et à partir de là il y a d'autres témoignages qui sont ajoutés, mais disons que vraiment moi la trame de mon enquête et ce qui a été le plus précieux, c'est de pouvoir avoir à la fois les souvenirs humains des survivants et aussi la correspondance qu'ils m'ont laissé voir avec eux, avec Florence. Et c'est là que moi j'ai progressé dans cet univers mensonger, vraiment comme dans un polar, puisque à partir du moment où j'ai commencé à tirer des fils, je me suis aperçu que ces mensonges n'étaient pas du tout anarchiques, désordonnés. En fait, tout s'empilait de manière très logique. Donc tu t'es plongé dans les discussions virtuelles de Florence en fait, mais petit à petit, ton enquête va basculer dans le monde réel, c'est ça ? Voilà, une des grandes découvertes, moi, dans mon enquête, ça a été de découvrir finalement que cet ami Greg, prétendument blessé au Bataclan, c'était quelqu'un qui existait vraiment. Grâce à une photo, j'ai retrouvé le Greg original, qui lui a commencé à me raconter toute son histoire, comment cette femme, Florence, l'avait harcelé. Et à partir de là, j'ai vu les briques s'empiler. Et puis moi, j'étais assez content aussi, parce que ça c'était aussi quelque chose que j'apportais aux vraies victimes du 13 novembre, qui finalement avaient moins exploré cet aspect-là, parce qu'ils en étaient écœurés. Et donc ça a vraiment été, je dirais, la partie plus polar de mon enquête, quoi, qui était vraiment, je progressais, je m'apercevais que finalement ces faux profils Facebook, ils étaient inspirés de personnages réels, que ces personnages réels avaient une histoire avec Florence. Donc là, ça a vraiment, pour moi, c'était vraiment palpitant, quoi, d'avancer dans ce palais des glaces mensonger. D'où vient ton intérêt pour les histoires de fausses victimes, d'escrocs, de menteurs, de mythomanes ? Parce qu'on l'a dit, c'est aussi lié à ton parcours personnel finalement, mais qu'est-ce qui te fascine autant dans ces histoires ? Moi, mon intérêt pour Florence aussi, il est venu paradoxalement presque d'un point commun avec elle au début, puisque le soir du 13 novembre, tout le monde
a voulu se dire « Ah, moi, j'étais presque au Bataclan ou sur les terrasses, au Stade de France. Je connais quelqu'un qui était. » On a tous voulu se rapprocher de l'événement, quand les vraies victimes, elles, essayaient vraiment de s'en éloigner. Mais nous, il y a une espèce d'élan national. On s'est tous dit « Ah, j'aurais pu en être. J'ai vraiment un ami qui y était. » Et ce mouvement-là, cette première amorce, finalement, les fausses victimes, elles l'ont prolongé. Elles sont allées au bout en mentant par l'imposture, mais elles s'inscrivaient dans cette première amorce que tout le monde a eue. Et c'est aussi ça qui m'a intéressé au début, c'est que finalement, c'est pas qu'on aurait tous pu le faire, mais finalement, il y a une espèce d'impulsion au début qui est commune, qui était en tout cas universelle, et finalement, les fausses victimes, en la prolongeant, lui donnaient une sorte de visibilité, ça permettait de mieux le comprendre. C'est aussi ça, je pense, qui m'a intéressé. Chaque destin de fausse victime avait quelque chose de totalement inattendu, du buesque, mais le destin de Florence M, lui, était vraiment, j'allais dire, un cran au-dessus, parce qu'il était le plus riche en rebondissements, mise en abîme, et puis aussi en créativité mensongère. Et en même temps, il n'y avait pas eu, en France tout du moins, de monographie documentée sur le parcours d'une fausse victime. En tout cas, c'est sûr pour les Français, la catégorie de fausses victimes n'existait pas dans la conscience collective, et c'est à partir du 13 novembre, enfin 2 ans plus tard, parce que finalement on a mis du temps aussi à s'en apercevoir, en 2017, vraiment là on se dit tiens, c'est un phénomène qui existe, et même moi aussi je me suis dit tiens, en 2017, tiens, c'est bizarre, il y en a beaucoup, c'est des fausses victimes du 13 novembre et de Nice. Et alors justement, ce qui est drôle dans ce cadre-là, c'est que normalement un secret est toujours plus grand que ce qu'il cache. Ça veut dire que quand on voit un secret, on est attiré, on se dit ah, on a envie d'enquêter dessus. Et puis finalement, quand on découvre ce qu'il y a derrière, on se dit oh bon bah ouais, bah c'était ça. Puis voilà, finalement le suspense y retombe. Mais là, je pense que c'est vraiment pour moi en tout cas un cas unique. En découvrant, en avançant peu à peu derrière les secrets de Florence, je tombais sur des mises en abîme et des rebondissements qui pour le coup là étaient encore plus grands que ces secrets. Donc c'était vraiment de ce point de vue-là, c'était vraiment une enquête trépidante pour moi, quoi, sur un plan personnel. T'avais déjà un goût pour l'immersion avant, t'avais écrit La Surdose, où justement tu étais en immersion avec l'unité surdose de la brigade des stupéfiants de Paris. Là finalement tu fais un petit peu la même chose parce que tu vas t'immerger dans la vie de Florence, tu te plonges dans sa psyché en fait. C'est vrai que plus j'apprenais à entrer dans sa vie, plus j'entrais dans sa vie, plus je la découvrais, plus je découvrais sa solitude, toutes ses blessures d'enfance et tout ça. Et donc en fait, c'était pas des excuses, mais des raisons que je trouvais. Et puis surtout, je me suis rendu compte que la première victime de ces mensonges, c'était elle, puisqu'à la fin, elle finit par se taper 4 ans et demi de tôle. Donc bon, même si elle n'a pas purgé sa peine jusqu'au bout, mais forcément, après, on est obligé de découvrir une part d'humanité, et heureusement. Donc moi, évidemment, à la fin de mon enquête, moi j'avais quand même pas j'avais une forme de compréhension, en tout cas pas d'excuse de ce qu'elle avait fait, mais en tout cas je comprenais mieux pourquoi elle avait pu faire ça, quoi. C'était surtout la cause principale de son imposture. Pour moi, c'est vraiment la solitude, quoi. Elle était seule, et devenir une victime du 13 novembre, c'est intégrer un groupe, une famille extrêmement forte, c'est être plus que soi-même, puisque finalement on représente aussi une part de la France qui a été attaquée. Donc c'est pour une personne qui est seule, c'est l'idéal en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, après 1 an et demi d'enquête, il y a encore des choses qui te semblent mystérieuses dans cette histoire ? En fait, ça n'a jamais été vraiment une déception, mais il y a des zones d'ombre, heureusement, qui demeurent, parce que finalement, comme cette Florence était très exposée sur les réseaux sociaux, à un moment, elle publiait quasiment 10 posts par jour. Et en fait, moi, j'étais même... ça me faisait presque peur de voir comment je pouvais, finalement, à partir de toutes ces données, comment je pouvais retracer quasiment son quotidien pendant 2 ans. Et je trouvais ça presque terrifiant de pouvoir tout savoir. Donc heureusement, il y a des zones d'ombre qui sont restées entières. Notamment, j'ai eu quand même pas mal de mal à savoir... à retracer son parcours carcéral, parce qu'à partir du moment où la justice refuse de donner des informations, ce qui est un peu normal sur ça, j'arrivais pas trop à savoir combien de temps elle avait été médicalisée pendant son incarcération. Enfin, et je sais pas exactement, je sais le moment où elle est sortie de prison, qui était un automne-hiver 2019. Mais tout ça, j'ai eu du mal. Alors, c'était une zone d'ombre, mais encore une fois, heureusement, parce que sinon, ça aurait été une vie totalement transparente. Et heureusement pour elle, parce qu'elle qui est sans doute une contrôle fric, parce que pour bien mentir, il faut être un contrôle fric. Ça, je pense qu'elle aurait vraiment aussi peut-être été étonnée elle-même de voir à quel point sa vie pouvait être transparente, tellement elle l'avait exposée dans les réseaux sociaux. La mythomane du Bataclan est disponible sur lesjours.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter @lesjoursfr ou nous écrire à contact@lesjours.fr
On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.